l'installation en PAM. Un webinaire organisé par Ferme d'Avenir. Donc, juste en préambule, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Ferme d'Avenir, c'est une association créée depuis 10 ans maintenant et qui accompagne... Ah, j'entends des petits bruits de micro. Si quelqu'un peut couper. Voilà. Et donc, qui accompagne la transition agricole depuis maintenant 10 ans à travers 4 grands pôles. Un pôle observatoire pour informer sur l'agroécologie, sur les pratiques innovantes, un pôle formation pour former les porteurs et les porteuses de projets à s'installer, un pôle conseil et enfin un pôle financement via notre plateforme de financement participatif Bluebees. Voilà. Je vais également vous introduire rapidement le programme qui également nous intéresse ce soir, qui est le compagnonnage en PAM. On a choisi de faire ce webinaire puisque Ferme d'Avenir lance également un nouveau programme de formation sur les PAM. Donc le compagnonnage étant une formation de 7 mois et demi basée sur l'itinérance, la pratique et l'immersion sur des fermes formatrices et transformatrices de PAM. Ces 7 mois et demi de formation sont complétés à côté de la pratique par des temps de regroupement collectif avec des compléments théoriques et un accompagnement professionnel pour affiner son projet d'installation et le concrétiser. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la présentation des intervenantes de ce soir. Je laisse peut-être Aline commencer, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Et du coup, Bien là, sûr, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. c'est chez moi. Parce que ce week-end, j'ai pris la moto et j'ai Il y a un micro, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aline Orias, j'ai 39 ans, j'ai un enfant de 2 ans, c'est important. J'ai lancé mon activité il y a 5 ans, je suis en production exclusivement de plantes sèches. Je fais des tisanes, je fais des aromates et des sels aromatisés. Je suis à temps partiel puisque j'ai gardé volontairement et pas dans un objectif de transition une activité de journalisme scientifique qui était ma formation première. Et les deux s'équilibrent assez bien en termes de temps, on pourra en parler. Et il y a quelqu'un encore qui a son micro ouvert. Et en termes de revenus aussi, on en discutera. Mais voilà, c'est deux activités qui se complètent bien et puis surtout qui me permettent de faire des passerelles entre mes deux mondes et mes deux métiers. Et peut-être précision quand même, je suis en Essonne, donc sud Île-de-France, mais Nord-Essonne, proche de la petite couronne. Merci Aline. Claire, si tu es là, je crois que tu nous as rejoint. Oui, tout à fait. Par contre, je m'excuse, je n'ai pas la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ma faute, je devais me connecter 10 minutes avant et ça n'a pas fonctionné. Moi, c'est Claire, je suis installée en Seine-et-Marne, à Lumini. Je produis, comme Aline, des plantes médicinales. Je distille et je fais de la plante séchée aussi. Moi, c'est plutôt du 3/4 temps parce que j'ai aussi une petite activité de recherche à côté. Donc, je suis à la base écologue microbienne et j'ai eu un diplôme agricole. Et par la suite, j'ai aussi fait des formations en distillation pour pouvoir posséder mon alambic. Voilà. Donc, je suis installée sur 3 hectares. Et donc, cette surface me permet à la fois de pouvoir distiller. Et puis, on a une parcelle en agroforesterie. Donc, on a 38 hectares en agroforesterie et où là, j'utilise en fait les feuilles et les fleurs des arbres, comme la fleur d'acacia, par exemple, pour confectionner aussi mes tisanes, tout en bio. Voilà. Super, merci beaucoup Claire. Et enfin, Sophie, si tu veux bien te présenter également. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Sophie Ponce, moi, je suis la responsable formation chez Ferme d'Avenir et j'ai la chance de pouvoir accompagner la formation en compagnonnage
PAM, plante aromatique à parfum médicinal, qui se lancera cette année. Et par le passé, au sein de Ferme d'Avenir, moi, je m'occupais d'installation, donc je pourrais vous donner une vision plus large sur toute la partie des clés de viabilité économique des fermes en PAM. Super, merci beaucoup. Je vous propose de commencer et de passer à la première question, plutôt donc à destination d'Aline et de Claire. On souhaitait vous demander ce qui vous semble le plus important finalement quand on se lance dans un projet d'installation en PAM. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Aline, si tu veux commencer peut-être? Ouais, je veux bien. Je pense que c'est très important d'avoir en tête que c'est un projet entrepreneurial. C'est un projet agricole, évidemment, mais ce que vous allez créer, c'est une entreprise agricole. Et du coup, de ça découle en fait un certain nombre de choses, notamment un certain nombre de choix, aussi bien en termes de formation qu'en termes de réalisme économique. Et puisque c'est vraiment autour de ça qu'on se retrouve ce soir, je pense que c'est ça aussi qui va vous permettre de vous organiser de façon à être effectivement rentable. Ça peut tout à fait, cela dit, être un choix qui n'est pas forcément un choix de rentabilité, ça peut être un hobby, mais dans ce cas-là, j'imagine que vous ne seriez pas là ce soir. Mais en tout cas, quand on veut se lancer dans une installation, il y a vraiment ces questions-là, évidemment, de bien réfléchir à son marché, à qu'est-ce qui se fait déjà là où vous êtes, quel type de production vous avez envie de faire, quel type de production vous pouvez vous permettre de faire, quelle quantité de temps, d'argent et de travail vous voulez mettre dans ces productions. J'ai moi la sensation que ça vaut le coup de prendre le temps de s'installer. Moi, je le dis souvent, je l'ai redit cet après-midi à des candidats au compagnonnage, entre le moment où je me pose la question de m'installer en agriculture, où je me dis, tiens, j'irais bien faire quelque chose et que je commence le bénévolat, et le moment où je signe mon bail, il s'est passé 7 ans. Alors, j'ai pris des chemins de traverse, je suis partie à l'étranger parce que j'ai suivi mon compagnon pour son premier poste. Je me suis loupée sur une inscription à un BPREA qui finalement s'est pas faite. J'ai fait d'autres formations pendant ce temps-là, puis j'ai fait un autre BPREA. Mais en fait, chacune de ces années a compté. Et au final, quand je me suis effectivement lancée, je pense que j'ai créé du coup un modèle de ferme qui est beaucoup plus vivable pour moi, qui correspond beaucoup mieux à la personne que je suis, à ce que j'avais envie de mettre en place. Et donc là, ça fait 5 ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais chaque année, je me dis, bah oui, ça m'amuse toujours et j'ai toujours envie de faire. Je sais avec certitude que si je m'étais lancée plus tôt sur les idées que j'avais quelques années en arrière, j'en serais peut-être pas là. J'aurais peut-être déjà en fait arrêté parce que je m'étais mis dans la tête que bah voilà, je partais pour l'agriculture, c'était terminé, je lâchais mon autre activité, j'allais faire que ça, j'allais bosser 90 heures par semaine. Et c'est pas nécessairement vrai. Et ça valait vraiment le coup de prendre le temps de la réflexion et de prendre le temps de la formation avec des vrais temps dédiés à cette réflexion sur mon projet. Pas juste de la formation pratique, de la formation théorique, mais aussi des vrais temps où je n'avais pas d'autre choix que de poser par écrit pourquoi je voulais faire ça, comment je voulais le faire. Merci Aline. Claire, est-ce que tu veux rebondir et donner ton point de vue là-dessus? Bah déjà, je trouve que Aline, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Moi, je me permettrais d'ajouter aussi la question du... Donc oui, la question du hobby, quand même, elle est très importante, surtout dans notre milieu. C'est pas le pays idéal. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il ne faut pas s'attendre à seulement des parties de plaisir. Il y a notamment aussi, comme tu disais Aline, la partie entrepreneuriale avec beaucoup de comptabilité, beaucoup de dossiers à créer pour des demandes de subventions, etc. Rien que pour le fait de s'installer aussi, c'est très lourd. Il faut faire preuve de patience. Et puis après, il y a toute la question du dimensionnement. Enfin, moi, ça a été très long, en fait, de décider quelle surface j'allais implanter, quelle taille d'alambic j'allais avoir. Parce que qui dit taille d'alambic dit derrière volume de plantes à mettre dans cet alambic, à transformer, quelle taille de séchoir. Et tout ça, en fait, c'est surface vraiment dépendant. Et qui dit surface dit derrière charge de travail. Moi, je suis un tout petit peu mécanisée parce que sur 3 hectares, clairement, je ne peux pas tout faire à la main, notamment les interrangs, donc les espaces entre les rangs de plantes.
Tout ça, c'est mécanisé, mais il me reste quand même toute la partie où il y a les plants, où il faut que ça soit pur avant de distiller. C'est énormément de désherbage. Moi, c'est, je dirais, les 3/4 de mon temps en pleine saison. Le désherbage, c'est la grosse partie de mon travail. J'ai des stagiaires qui viennent et qui me disent, bah non, en fait, je distillerai pas parce que je veux pas faire que désherber. Donc après, voilà, je suis en bio, pas de produits. Donc oui, c'est la main, c'est le désherbage et il faut aimer ça. C'est vraiment, c'est physique, c'est dur et il faut tenir bon, quoi. Après, on a un beau produit à la sortie. Enfin, moi, c'est ce qui m'encourage de savoir que c'est des produits qui peuvent aider les gens dans les protocoles de soins. C'est des produits qui aident à être en meilleures conditions physiologiques. On parle de l'alimentation. Il y a énormément de sujets sur l'agriculture et l'alimentation, mais il y a aussi le côté agriculture et remettre en place des cultures de plantes médicinales qui quand même, au jour le jour, en fait, aident à mettre dans un bon état physiologique. Donc ça doit rentrer dans notre hygiène de vie autant qu'une bonne alimentation, autant que... Donc déjà, si tous les inscrits là ce soir, vous êtes intéressés par des projets en plantes médicinales, moi je trouve que c'est très positif. Après, voilà, c'est pas que le pays des fleurs, c'est le pays des papiers, c'est le pays de la terre, c'est le pays de la force physique, c'est vraiment un autre domaine que les grandes cultures, par exemple, ou même on peut comparer au maraîchage, mais c'est même encore différent. Enfin, moi, pour ma partie, il y a la partie plantes séchées où c'est un peu plus diversifié parce qu'on brasse une quantité d'espèces qui est plus importante. Moi, pour distiller, j'ai que 7 espèces que je distille. Mais déjà, ces espèces-là, il faut que ça soit pur, il faut une certaine surface, il faut les charger dans l'alambic. Donc c'est aussi le choix d'avoir moins d'espèces, mais de le faire bien. Donc voilà mon témoignage sur mon métier, mais qui, je pense, c'est vraiment, oui, un métier quand même passion, parce que derrière tout ce que ça apporte, en fait, c'est génial. Enfin, moi, je suis très fière aujourd'hui de savoir que ça rentre vraiment dans des protocoles de soins. Ouais, merci beaucoup Claire. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions dans le chat à chaud ou on aura un temps dédié à la fin pour toutes les questions, mais s'il y en a une à la fin de chaque question, on peut la prendre si besoin. Mais voilà. Il y avait une question pour Claire. Une question pour Claire. Il y a Céline qui demande si tu as du paillage sur tes planches de culture. Alors, j'ai du paillage sur le côté plantes en culture pour les plantes séchées, pour les tisanes. Mais je n'ai pas de paillage pour mes plantes à distiller. Parce qu'en fait, en cas de pollution, d'une herbe, d'une adventice, au moment où je dois distiller, c'est très compliqué d'intervenir rapidement. Et en fait, le maintien de ma culture, vraiment, j'ai testé différentes choses et le binage mécanique, c'est quand même le plus pertinent pour moi pour le moment. Et d'autre part, il n'y a pas trop de recul en France sur des surfaces telles où on paille tout, en fait. Où c'est des surfaces moindres. Mais moi, sur mes surfaces, ouais, c'est quand même compliqué de tout pailler. Mais j'aimerais bien, si c'était possible, j'aimerais bien. Je sais que c'est mieux pour le sol, voilà, qu'il y a moins d'arbres qui poussent aussi, mais c'est pas évident. Je vous invite à couper vos micros si possible. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement ou on les prendra à la fin pour les autres? Peut-être on peut les prendre à la fin. Moi, je les note au fur et à mesure et je vous les ferai remonter. Parfait. On va aborder maintenant un peu le cœur du sujet, la viabilité économique, puisque c'est un peu aussi l'intitulé de ce webinaire. Moi, j'aimerais poser la question suivante. Quels sont les facteurs clés pour atteindre la viabilité économique en PAM? Je ne sais pas si Sophie, tu commences ou Aline de nouveau. Je vais te laisser introduire Aline.
Ça marche. Du coup, c'est pas moi qui ai ouvert mon micro, donc est-ce que c'est bon, mon micro est ouvert? Parfait. Ça va être un peu dans la même veine de ce que j'ai dit avant, hein. Je pense que dans les facteurs clés, il faut vraiment pas faire l'économie de se poser vraiment la question de combien ça nous coûte de produire. Ça veut dire faire vraiment son prix de revient, inclure dans son prix de revient son salaire. Et ça prend évidemment beaucoup de travail de se poser la question de, bah voilà, sur telle surface, je vais pouvoir produire tant parce que c'est ce que j'ai vu sur des fermes qui étaient sensiblement similaires à la mienne, avec le temps de travail que je suis prête à y mettre. Donc, ça veut dire que ramener au kilo avec le prix de la semence ou du plant, l'irrigation, le prorata de blablabla, bref, c'est évidemment beaucoup de travail pour savoir pour chaque plante quel est son prix de revient, mais c'est ce qui va vraiment vous permettre de ne pas vous retrouver à vendre à perte. Et d'avoir des choses. Enfin, moi, j'ai arrêté des choses, en fait, typiquement. J'avais commencé à faire des productions et quand j'ai vraiment pris ce temps-là, je me suis rendu compte que il y a des productions que j'avais, le temps de travail mis en face, en fait, était complètement stupide et que j'arriverais jamais. Soit il fallait que je le vende extrêmement cher et j'avais pas cette clientèle-là, parce qu'on peut on peut choisir des marchés de niche qui seront d'accord pour payer plus cher sur un produit qui est d'une qualité complètement exceptionnelle et du coup, on peut mettre le temps de travail en face qui va bien. Si ce n'est pas le cas, si vous partez sur quelque chose de plus milieu de gamme ou même haut de gamme, mais sans être très, très haut de gamme, il va quand même falloir réussir à obtenir un produit pour lequel les gens sont prêts à payer un certain prix. Sur cette question-là, il y a aussi un paramètre qui me semble important, c'est que le prix, ce qu'on appelle le prix de marché, il est en fait très, très différent en fonction d'où est-ce que vous vous situez. Il est très différent en fonction de vos infrastructures aussi, nécessairement. Je vois très souvent, je fais partie, comme peut-être certains d'entre vous ici, d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Filière PAM. Il y a très souvent des personnes qui disent c'est quoi vos prix, sans dire où ils sont, ce qu'ils font, et pour s'aligner dessus. Et ça me semble être une très mauvaise idée. Évidemment, pour se donner une petite idée, oui, bien sûr, mais si vous ne partez pas de vos propres coûts, vous risquez vraiment de vous mettre dedans. Et surtout, entre moi qui suis en région parisienne, très proche Paris, sur une ligne de RER, et certains de mes anciens stagiaires ou certains de mes collègues qui sont installés au fin fond du Jura, au fin fond du Calvados, nos niveaux de vie ne sont pas du tout les mêmes, les niveaux de prix autour de nous ne sont pas du tout les mêmes. Ce qu'ils ont payé, eux, pour leurs infrastructures ne correspond pas à ce que j'ai payé moi pour mes infrastructures. Et du coup, si on se met exactement au même prix, soit eux, ils sont extrêmement chers pour leur environnement et ils n'arriveront pas à vendre, soit moi, je ne vais pas réussir à en vivre. Donc, je crois qu'il y a vraiment un enjeu autour de cette question-là. Et moi, je me suis beaucoup attelée à ça avec l'idée de se dire, c'est pas parce qu'il y a un prix qui a déjà été fixé par quelqu'un dans la région que je peux pas, si je suis correcte dans ma démarche, si je suis sûre de ma qualité et si je peux expliquer mon prix, me mettre beaucoup plus cher. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, en gros, on était à autour de 4,50 € un sachet de tisane, entre 19 et 20 grammes. Moi, je suis passée à 7 € sur les marchés. Et j'ai jamais eu de problème avec ça parce qu'en fait, les plantes que je produis, on les infuse à 1 gramme par litre. Donc, ça fait qu'au final, avec votre sachet, vous allez faire une vingtaine de litres. Du coup, 7 € pour 20 litres de tisane, c'est pas très cher. Mais ça nécessite en fait d'avoir la qualité qui va en face, d'avoir le discours qui va en face. On m'a globalement jamais reproché d'être trop cher. Ça a dû arriver 2 fois. J'ai pu l'expliquer et la personne a fait « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison ». Et il n'y a jamais eu de problème. Ça a aussi marché avec les transformateurs et avec les professionnels, enfin les magasins, etc. au demeurant. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette question-là de se placer à un prix qui correspond vraiment à votre travail, vos infrastructures, quitte à même être un tout petit peu en avance de phase. Typiquement, il y a pas mal de personnes qui se sont installées là dernièrement, qui se sont calées sur des prix que j'avais pu installer ou sur des prix proches en tout cas, qui n'ont pas forcément des infrastructures qui sont aussi développées, mais du coup, ça va leur permettre d'avoir un matelas pour investir, pour monter en compétences et en gamme, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils aient pu faire ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce côté-là d'un côté, et il y a un vrai côté de rationalisation du travail. Ça va avec l'idée d'arrêter des cultures qui ne sont pas rentables, mais c'est la même chose de ne pas se dire je vais faire une micro-session d'ensachage, puis de nouveau une micro-session d'ensachage, de faire les sachets un par un, etc. Ce qui va vous coûter le plus cher, c'est votre temps de travail, à peu de choses près. En tout cas, sur mon type de production, donc sur de la plante sèche. Je pense que Claire n'aura pas nécessairement le même discours parce qu'elle a des investissements qui sont beaucoup plus importants que les miens. Mais moi, ma ferme, tout compris, elle m'a en gros coûté 30 000 €.
Ce qui me coûte cher au quotidien, c'est vraiment mon temps de travail, c'est pas le remboursement de mes investissements. Du coup, j'ai tout intérêt à essayer d'optimiser au maximum ce temps de travail, donc pas forcément à partir sur 70 variétés de plantes dont je vais faire à chaque fois 500 grammes, mais peut-être à resserrer un petit peu. Donc j'ai une gamme de 5 mélanges essentiellement. Alors il y a un peu des saisonnières, etc. Mais globalement, on est quand même sur une gamme resserrée de 5-6 mélanges. Donc j'essaie plutôt de faire des plus gros volumes, ce qui permet aussi de toucher une commercialisation qui n'est pas exactement la même. Typiquement, c'est plus difficile d'aller vers des magasins, donc d'économiser du temps de travail de commercialisation si vous faites des tout petits volumes de plein de choses, parce que finalement, assez rapidement, en fait, ils vont avoir bouclé, vous avoir épuisé votre stock et vous ne pourrez pas assurer sur le reste de l'année. Alors que si vous vendez sur des marchés, potentiellement, avoir des choses qui sont un peu différentes toute l'année, au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il faut vraiment aussi réfléchir à qui vous voulez vendre, quel type de qualité avec toutes les guillemets possibles vous voulez vendre. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie de partir sur du gros? Est-ce que vous avez envie de partir sur du demi-gros? Dans ce cas-là, il faudra probablement plutôt penser à être mécanisé. Est-ce que vous voulez partir sur de la vente au détail et quel niveau de qualité? Est-ce que vous prenez que les grandes feuilles magnifiques du haut? Est-ce que vous prenez la plante entière? Enfin, il y a vraiment toute une réflexion à faire sur à qui vous vendez, quel type de produit vous vendez, à quel prix vous pouvez vous permettre de le vendre. Et autour de ça, en fait, vont découler quasiment tous vos choix techniques. Donc, c'est vraiment ça qui va venir guider qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire comme volume, à quel prix, qu'est-ce qu'il faut que vous investissiez pour pouvoir faire ce travail-là. Vous n'allez pas de toute façon avoir 50 000 leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour votre rentabilité économique. Globalement, vous pouvez jouer sur votre prix, vous pouvez jouer sur la quantité que vous êtes capable de fournir en un certain temps de travail, et vous pouvez jouer sur votre qualité qui elle-même va impacter votre prix. Donc, du coup, on est quand même assez rapidement coincé avec ces paramètres-là. Et c'est vraiment ça qui va faire découler tout le reste. J'avais une autre idée en tête et je crois que je sens que je suis en train de la perdre. Peut-être ça revient. Peut-être je laisse Claire prendre la suite et puis si ça me revient, je lève la main. On fait comme ça. Claire? Je te laisserai la parole, Aline, il n'y a pas de souci si jamais ça te revient. Oui, la qualité, moi j'ai en fait en m'installant, j'ai tout misé sur la qualité de mes huiles. Enfin vraiment, je suis aussi qualiticienne dans mon passif professionnel et j'ai vraiment mis au point des protocoles pour optimiser la qualité de mes produits, notamment les huiles essentielles, parce qu'on est sur des produits qui sont quand même très fragiles, qui peuvent être bien valorisés, mais à condition d'avoir la qualité derrière. Et donc voilà, après, les fleurs, c'est pas des tonnes de blé, c'est très léger, il faut en envoyer pour pouvoir en vivre. Comme toute matière première, je pense, en toute honnêteté et avec un petit peu de recul, presque autant qu'Aline, je pense que c'est très compliqué vraiment de vivre d'un métier où on produit de la matière première. La matière première en France, c'est très mal payé. Donc voilà, il faut trouver des issues, il faut trouver la clientèle en face qui... Je veux pas être négative, hein, je veux pas vous, vous dresser un tableau trop sombre, mais n'empêche que c'est une réalité, la matière première est très mal payée. Donc après, moi, concernant mes investissements, comme disait Aline, j'ai eu des gros investissements, mais j'ai aussi rempli des dossiers d'aide, en fait, notamment de l'Europe, qui m'ont quand même aidé à pouvoir soutenir ces aides, enfin à les honorer en tout cas, enfin ces emprunts, ces charges, je veux dire. Donc ça, c'est important aussi, il ne faut pas négliger la partie vraiment administrative. C'est énormément de temps en hiver pour remplir tous ces dossiers. Mais en finalité, je pense que si tout ça s'est mis en place, c'est aussi pour nous aider à vivre de ce métier. C'est pas aujourd'hui les agriculteurs, ils vivent de la PAC, ils vivent des aides, ils vivent de... C'est vraiment, ça fait partie de notre métier et on a le droit d'y prétendre autant qu'un organisme qui va aussi toucher des subventions pour survivre. Enfin, ça fait partie du métier de demander ces dossiers qui sont là, qui existent et où l'argent est là pour nous, en fait, pour nous aider. Donc moi, j'ai pas honte en fait de dire que oui, je m'en sors aujourd'hui grâce à certaines aides que j'ai reçues et aussi, comme je disais au début, parce que j'ai développé une qualité sur mes produits qui commence à être reconnue. Mais c'est dur quand même. Enfin, c'est dur
de vivre de ce métier. Merci Claire. Est-ce que Sophie, tu veux compléter? Oui, tout à fait. Merci pour vos interventions. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Aline. Effectivement, on voit souvent des gens sur des forums, notamment filière PAM, mais pas que, qui posent la question de combien commercialiser ces plantes. Effectivement, si vous voulez en vivre, et c'est la particularité des fermes qui vont pouvoir accompagner et former notamment les compagnons ou même les fermes qu'on va voir sur une formation de 5 jours sur les PAM, c'est qu'elles sont, on les dit, triple performantes, c'est-à-dire qu'elles sont viables économiquement, qu'elles respectent les ressources naturelles également et qu'elles sont ancrées dans le territoire. À savoir que quand on s'installe, généralement, c'est là où il y a le plus de travail à fournir. On estime que sur une phase de stabilisation, ce sont des fermes qui vont prendre des congés, qui ne travaillent pas 7 jours sur 7, qui ne sont pas à 70 heures semaine, en phase de stabilisation, bien évidemment. C'est ces fermes-là qui vont accompagner les gens qui vont se former. Et pour reprendre ce que disait Aline, effectivement, il faut partir de ses besoins. Alors, si ces besoins sont complètement utopistes et en dehors de ce qui se fait, évidemment, ça va être compliqué. Mais si déjà vous ne vous faites pas l'économie d'une étude de marché, je voyais que c'était une des questions, on ne peut pas se faire cette économie-là pour se rendre compte en fait du territoire dans lequel on va s'insérer. Qu'est-ce qui existe dans son territoire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce que c'est compatible ou est-ce que l'offre est déjà complète là-dessus? Si c'est le cas, moi je vous conseille, on voit, c'est ce que font les fermes qui réussissent, c'est de pouvoir proposer un produit qui soit différenciant en s'appuyant sur les possibilités de commercialisation. Tout part de la commercialisation. Et vous remontez. À partir de votre commercialisation, c'est là que vous allez ensuite pouvoir mettre au point une stratégie de production et d'investissement et pas le contraire. Si on se rend compte que sur la tisane, c'est bouché, effectivement, être une énième tisanière, ça va être compliqué. Il y a des régions où c'est déjà bouché sur certains produits. Donc, partez de vos besoins. Si vos besoins ils sont ancrés dans la réalité et que ce que vous voulez faire, c'est déjà fait, pivotez. Je vous donne un exemple. Là, dernièrement, il y a une ferme qui s'est installée en PAM. Elle voulait absolument faire de la cosmétique. Sauf que le territoire sur lequel elle voulait s'installer, la cosmétique, l'offre était déjà bien fournie. Et elle a pivoté sur plutôt de la plante fraîche à destination de restaurateurs avec du petit maraîchage en diversification type asperges, agrumes particulières, main de Bouddha, yuzu, kumquat, calamansi, des choses en fait qui n'étaient pas proposées et où il y avait une demande parce qu'elle avait fait son étude de marché, qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait clairement un trou qui était pas comblé, plutôt que de vouloir continuer à faire de la tisane parce que la tisane certes lui plaisait, mais en fait il n'y avait pas de demande là-dessus. Donc partez de vous et partez de la commercialisation pour ensuite remonter à la production et aux investissements que vous allez devoir faire en fonction de comment la commercialisation répond. Donc l'étude de marché, ça c'est clair et ça on l'accompagne dans la formation compagnonnage et d'aller rencontrer les gens du territoire une fois que vous avez identifié là où vous voulez vous installer. Il y aura toujours des cas particuliers et on l'a aussi dans le réseau des fermes qui s'en sortent très bien en ayant fait comme Aline, juste un produit de la plante sèche dans une région où elles ne sont pas proches d'une grosse métropole, parce que ça, c'est un deuxième aspect. Être proche d'une grande ville, ça aide. Un autre exemple, dernièrement, on avait quelqu'un qui était à mi-chemin entre Poitiers et Tours. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir de commercialiser à Poitiers ou Tours? C'est que le revenu INSEE, donc le revenu fiscal par foyer à Tours, il est le triple de celui de Poitiers, alors que c'était à équidistance de sa ferme. Bon, c'est des choix aussi stratégiques à faire pour pouvoir vendre à un prix qui est juste pour en vivre dignement et atteindre une vitesse de croisière où je ne veux pas parler pour toi, Aline, mais de mémoire, tu ne travailles pas 7 jours sur 7, tu prends des congés au mois d'août, et ça, c'est quand même important quand on a aussi envie d'avoir une certaine qualité de vie. Vas-y Aline, tu lèves la main, tu as retrouvé peut-être ce que tu voulais nous dire.
Absolument. J'ai retrouvé mon idée. Oui, c'est parce que ça rebondit sur un truc que disait Sophie et que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais je crois qu'il faut aussi essayer de faire attention à la multiplication des ateliers. J'ai fait un BPREA, j'ai vécu l'effet boîte à bonbons de tout est génial, j'ai envie de faire absolument tout, des poules, des champignons, de la cosmétique, des tisanes et, je ne sais pas, des petits fruits, enfin des milliards de trucs évidemment, toute seule. Et je ne dis pas que ce n'est pas faisable, je dis juste qu'à chaque fois que vous rajoutez un atelier, il vient avec ses coûts. Il faut que ces coûts, vous arriviez à les amortir sur ce que vous avez réussi à produire sur cet atelier-là. Moi, mon investissement principal, c'est mon séchoir et une de mes serres, à peu de choses près. Je fais que du sec parce que si je commence à vouloir faire du frais, ou peut-être que le frais, ce n'est pas un bon exemple, mais si je commence à faire, par exemple, je ne sais pas, des gelées de fruits et de plantes, des sirops, je vais avoir besoin d'un atelier pour transformation humide que je vais devoir rentabiliser juste sur cette partie-là. Du coup, je vais devoir diviser mon temps de travail entre mes plantes sèches et la partie humide. Et il va falloir que j'arrive à ce que mes coûts soient à chaque fois amortis de chaque côté. Donc, plus vous allez rajouter des ateliers, plus vous allez augmenter les coûts et plus vous allez par contre baisser vos économies d'échelle. Si vous faites qu'un seul type de choses, vous allez pouvoir y passer l'intégralité de votre temps de travail. Et donc, finalement, chaque unité de ce que vous allez produire va vous coûter moins cher à produire que si vous êtes en train de vous disperser. Ce n'est pas une bonne façon de le dire parce qu'il y a un côté jugement, mais si vous avez en tout cas plusieurs activités parallèles, c'est juste mécanique, vous arriverez à moins produire de chaque parce qu'à chaque fois, il faut sortir tout le matériel, tout nettoyer, etc., etc. Donc ça, il me semble que c'est aussi un point de vigilance quand on s'installe seul, quitte à faire les choses de façon séquentielle. Vous commencez par une production, vous la maîtrisez bien, vous vous rendez compte que là, c'est bon, vous êtes vraiment à la cool et vous avez très envie de faire ça depuis très longtemps. C'est peut-être le bon moment pour lancer un deuxième produit, augmenter votre gamme. Ça, pour la clientèle qui vous suit déjà, ce sera forcément hyper intéressant de voir arriver de nouveaux produits. Et puis, ça vous permettra d'être dans un confort de travail qui n'est pas le même que si vous lancez du création, du maraîchage et des poules en même temps. C'est un exemple réel, c'est pour ça que je le dis. L'autre point aussi, c'est qu'il ne faut pas négliger, ça pour le coup, c'est vraiment, je trouve, un point d'optimisme. Il ne faut pas que vous négligiez la grande fidélité de votre clientèle. Ça, c'est un paramètre vraiment à avoir en tête. Si vous êtes au contact de votre clientèle, si vous avez des produits de qualité et si vous êtes constant dans cette qualité-là, les gens vont revenir. Et ça, moi, je crois que je ne l'avais pas anticipé à ce point-là. Et c'est très, très, très flatteur quand moi, j'ai commencé à commercialiser en décembre 2019. J'ai des personnes qui, depuis décembre 2019, 2 à 3 fois par an, m'achètent systématiquement des choses et continuent à acheter chez moi et parlent de moi dans des magasins qui me contactent pour avoir mes produits. Et ça, en fait, ce rapport à l'humain-là, il peut avoir un vrai impact. Alors moi, à mon échelle de commercialisation, vraiment en vente directe, je suis convaincue que ça peut aussi être le cas sur de la vente plus en gros, c'est juste pas les mêmes réseaux. Mais en tout cas, cet aspect-là humain, il est vraiment à travailler parce que c'est un vrai facteur de votre rentabilité, de votre viabilité économique. Merci Aline. On a commencé à évoquer un petit peu l'importance de la formation tout à l'heure et pour ceux qui n'étaient pas encore là au tout début de ce webinaire, Ferme d'Avenir lance son nouveau programme de compagnonnage en PAM et herboristerie à côté du compagnonnage en maraîchage. Donc le compagnonnage en PAM, c'est une formation de 7 mois et demi centrée sur la pratique, l'itinérance et l'immersion sur des fermes productrices et transformatrices de PAM. Ces stages sur les fermes sont entrecoupés de regroupements où on apporte des compléments théoriques sur différentes thématiques. La partie herboristerie sera animée en partenariat avec l'École lyonnaise des plantes médicinales. On aura des modules sur la comptabilité, la réglementation, l'agroforesterie, des modules d'agronomie bien évidemment, et un accompagnement pro tout au long de la formation par un ingénieur agronome de Ferme d'Avenir sur votre projet professionnel pour affiner votre projet, pour le construire et aboutir à un projet solide à la fin. Sur la formation, je voulais revenir dans cette dernière question sur l'importance de la formation. Quelle est l'importance de la formation selon toi, Claire? Et Aline, on pourra évoquer ensuite ton rôle
comment tu vois ton rôle en tant que ferme formatrice dans le compagnonnage. Claire, si tu veux bien commencer là-dessus sur la formation. Alors la formation, elle est vraiment primordiale déjà pour appréhender le système Terre. Enfin, c'est un milieu complexe, enfin, c'est un milieu qui doit être aussi très diversifié. C'est un milieu qui a énormément de variables, qui est météo dépendant, donc en fonction de la pluie, de la sécheresse. Donc trouver le meilleur moyen de s'adapter à tous ces changements climatiques. Et oui, donc vraiment avoir ce bagage agronomique est précieux. Un bagage comptabilité, moi, c'est peut-être ce qui me manque un petit peu. Enfin, moi, c'est vraiment un côté dans mon système actuel où je ne maîtrise pas encore tout. J'ai pas une formation en compta. Après, bon, j'ai un comptable qui m'aide beaucoup à comprendre mes chiffres, à prendre du recul sur mon système. Et du coup, moi, je me forme un petit peu à ses côtés. Mais c'est vrai que c'est vraiment des outils qui sont primordiaux pour anticiper un petit peu le devenir de son entreprise. Et puis après, oui, la formation végétale. Donc, bien connaître les plantes, bien les comprendre. Moi, j'ai pas d'école en herboristerie. Par contre, j'ai d'autres diplômes en biologie végétale. Je me suis beaucoup formée auprès de producteurs aussi en plantes médicinales. Et puis, j'ai fait des stages auprès d'un centre spécialisé dans la distillation à Manosque. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est vraiment c'est hyper important de se former. Enfin, on ne peut pas débarquer dans ce milieu sans avoir les fondements. Ça marche. Merci Claire. Aline? Je suis très d'accord avec ça. Il y a effectivement donc les deux aspects de qu'est-ce que je pense moi du fait de se former et puis comment je vois moi mon rôle de formatrice. Sur le fait de se former, Claire a complètement raison. C'est pas un métier qui se sort du chapeau, quoi. Il y a certains pays où il faut un bac+5 pour être agriculteur. Ça me semble être une très bonne idée de base. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire sans avoir ça, mais ça veut dire que ça prend ce type de temps, d'implication, de travail, de vraiment rentrer dans le détail de effectivement les questions agronomiques, les questions des ravageurs, et puis toutes ces notions effectivement de gestion, de compta, de commercialisation, qui ne sont pas forcément des choses que vous avez vues dans votre formation initiale. Moi, je suis journaliste, je sais parler et écrire. Mais au-delà de ça, j'avais jamais touché une plante de ma vie. Je ne savais pas comment pousser la moitié des choses que je mangeais. Et j'avais jamais commercialisé quoi que ce soit. Et surtout, ça avait plutôt tendance à me dégoûter. Donc, il faut se travailler un peu au corps aussi pour venir se chercher sur les éléments sur lesquels on est le moins à l'aise. Je trouve qu'on a énormément de chance, pour le coup, en France, d'avoir énormément de structures qui nous accompagnent. Évidemment, Ferme d'Avenir est l'une d'entre elles, mais il y en a de très nombreuses en région aussi. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher au maximum de vos groupements d'agriculteurs biologiques, des différentes ADR, etc., qui sont autour de vous, qui peuvent vous former. Ce n'est pas nécessairement le cas à l'étranger, où moi j'ai toujours des amis qui hallucinent qu'on puisse se faire payer des formations par Pôle emploi ou ce genre de choses. Donc vraiment, profitez-en, quoi. Allez vous former. Et après, il y a évidemment la partie terrain et pratique qui est essentielle. Vous avez là aussi des solutions pour aller faire du terrain, pour aller faire des stages. Faites-le, vraiment. Ça va aussi vous permettre de, quand vous allez vraiment vous lancer, d'avoir vu des choses qui vous plaisent, des choses qui ne vous plaisent pas chez les différents agriculteurs. Et en fait, vous allez faire votre marché, quoi. Vous dire, voilà, ce séchoir-là, il me convient bien. Tiens, cette table-là, chez machin, c'était une super bonne idée. La façon dont il avait agencé son… Enfin, c'est plein de petites choses. Mais moi, typiquement, quand j'ai monté mon atelier, il n'a pas bougé depuis que je l'ai monté. Donc, je l'ai monté il y a 5 ans. J'ai fait une modification, j'ai fait une rotation de 45 degrés d'un outil qui n'était vraiment pas dans le bon sens. Et ça, c'est une stagiaire qui me l'a dit en disant « Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas comme ça ?» C'est vrai. Donc, un œil extérieur, ça fait du bien aussi. Mais dans les faits, plus vous accumulerez d'expérience, alors il y a un moment où il faut quand même se lancer, mais plus vous accumulerez d'expérience, plus vous verrez de choses différentes et plus ça va enrichir votre propre pratique et la façon dont vous allez pouvoir construire votre projet. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, bouffez autant de formations que vous pouvez vous le permettre dans le temps que vous voulez bien impartir à cette partie-là.
Moi, je me suis installée avec l'envie de transmettre. Ça va dans ma façon d'être, dans le métier que je fais aussi. Enfin, moi, mon métier, c'est d'apprendre des choses et de les transmettre à d'autres personnes. Et je suis payée pour ça, c'est quand même assez fantastique. Donc, c'était évidemment pour moi une très logique de faire la même chose sur la partie agricole. Et du coup, je suis depuis quasiment le début, pas la première année, je n'ai pris qu'une stagiaire en lui disant tu vas apprendre avec moi, il faut que tu sois bien consciente de ça. Et c'est vraiment elle qui m'a sollicité et qui a beaucoup insisté. Depuis, j'accueille énormément de stagiaires parce que ça me semble important de pouvoir montrer différentes choses et potentiellement, leur système ne leur conviendra pas du tout, ma pédagogie non plus, mais ils auront vu une certaine façon de faire. Et en voir plusieurs, ça, comme je vous disais, ça permet vraiment de construire votre projet. C'est ça qui va le nourrir. Même si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire, et c'est relativement mon cas, aller voir différentes façons de faire, ça vous permet vraiment de faire votre marché, quoi, et de construire les petites briques qui vont vous permettre d'avoir un projet qui tient bon debout. Et effectivement, je suis impliquée du coup aussi depuis très tôt dans des initiations à la production d'EPAM. Quand on est venu me chercher pour le BPRE de l'école du Breuil, j'étais en 2e année, ce qui me semblait sidérant parce que je n'avais pas l'impression d'avoir quoi que ce soit à transmettre. Donc, j'ai en gros recraché le cours que j'avais eu 2 ans avant, donc j'exagère, 4 ans avant. Et puis les débuts de balbutiant de ce que j'avais commencé à saisir dans ma commercialisation, dans ma pratique, les erreurs que j'avais faites. Et cette transmission-là, elle est très riche, parce que de toute façon, c'est de ça que vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc, pouvoir essayer d'essuyer les plâtres un peu pour les autres et leur dire bon, bah, ça, j'ai fait, c'est une mauvaise idée. Vous pouvez essayer, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, je crois qu'il y a effectivement un vrai enjeu. Et c'est aussi de la façon dont je conçois même la construction de la filière, en fait, au partage d'expérience. Là, on n'a pas trop pris le temps d'en parler, mais avec Claire, on est très, très impliqués auprès de la filière de façon générale, notamment auprès de la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, auprès du GAB. On fait partie d'un groupement local en Île-de-France qui échange une fois par mois, alors pas depuis très longtemps, mais c'est en train de se construire. Et ces retours d'expérience-là, en fait, on y va, on n'y va pas. On sait qu'une fois par mois, on a un coup de fil. Si on est libre, on y va. Et c'est comme ça que je me suis mis à modifier certaines de mes pratiques, qu'une collègue a pu récupérer du thym citron parce qu'elle n'en avait plus. D'abord, ça fait lien entre nous. Et puis, ça fait vraiment filière. C'est-à-dire qu'on fait des achats collectifs. On est en train de réfléchir à comment répondre ensemble à des appels à des demandes de transformateurs qui ont des besoins qui sont bien trop gros pour chacun d'entre nous de façon individuelle. Et ça, pour moi, ça va dans la même logique, en fait, de vraiment partager l'information, partager la connaissance et puis partager les retours d'expérience. Merci beaucoup, Aline. Le temps file, il est déjà 18h45, donc je vous propose qu'on passe maintenant aux questions pour pouvoir échanger avec Aline et Claire. Alors, il y en a plusieurs pour lesquelles on a déjà eu des réponses. Ouais, Sophie, tu... Oui, alors je vous ai listé celles auxquelles on n'a pas répondu sur le chat en direct. Donc, il y a une question de Claire, justement pour toi, Claire, qui est la suivante. Est-ce que tu as 3 hectares cultivés pour un outillage, donc pour une personne à temps plein? Oui, tout à fait. Après, j'ai des stagiaires qui viennent m'aider gentiment et ils se rendent compte que ça fait beaucoup. Mais oui, un UTH. Merci. Et j'ai une question d'Alizé qui demande pour savoir comment dimensionner, des pistes pour savoir comment dimensionner la production et le séchoir. Alors, le séchoir, il va se dimensionner en fonction de la production, puisque, en fait, votre séchoir, il faut qu'il soit en mesure d'absorber votre pic de production de l'année. Il faut qu'à tout moment, au moment de l'année où vous allez avoir le plus de plantes qui arrivent, votre séchoir soit capable de les sécher et que vous ne vous trouviez pas à danser devant en espérant très fort que ça sèche plus vite. Parce que ça ne marche pas, c'est comme quand on regarde l'eau qui bout, ça ne la fait pas bouillir plus vite, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui va le déterminer. Et du coup, c'est pareil, ça se prend un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fonction, ça, c'est des choses que vous allez on a quelques références bibliographiques qu'on pourra éventuellement vous fournir. Je pense que Sophie les connaît par cœur à force. Le livre de la filière PAM de Vicky Larbandra notamment. Mais sinon, c'est beaucoup en allant là encore chez des producteurs et en leur demandant sur quelle surface, combien tu produis, que vous allez pouvoir avoir ça.
Merci. L'autre question, c'était avec qui et comment avez-vous calculé et décidé de votre surface cultivée? Donc, pour rappel, Aline est sur 1250 m² cultivés et Claire sur 3 hectares. Bah, je commence, Aline. Vas-y. Du coup, oui, bah, moi, j'ai décidé des 3 hectares par rapport au recul que j'avais pu observer, enfin, au recul que j'ai pu avoir en observant d'autres producteurs distillateurs. Bah, clairement, en fait, c'est la limite. Enfin, physiquement, il faut gérer les 3 hectares. C'est un dimensionnement qui, moi, me convenait. Donc ça, c'est important de l'observer. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé 3 hectares. Et aussi parce que ça me permet d'obtenir à l'arrivée tant d'huile essentielle. Donc, ce volume d'huile essentielle est derrière commercialisé. Donc ça, c'est important de savoir que tant de surface va nous donner tant d'huile essentielle. Comme les plantes séchées, c'est pareil. Enfin, c'est toujours l'histoire du rendement, quoi. Je sais pas si Ouais, ça... c'est strictement pareil pour moi. Ouais. Tu vas encore rajouter quelque chose, Claire? Non, 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 j'espère que la réponse convenait. C'est peut-être compliqué à visualiser quand on n'est pas encore dedans. Mais en gros, oui, c'est cette histoire de surface, c'est vraiment rendement dépendant. Donc, si on cherche à commercialiser tant de plantes, tant d'huile essentielle, bah, il faut avoir tant de surface pour avoir ce volume. À toi, Aline, vas-y. Ouais. Pareil, vraiment strictement pareil. Je me suis basée sur les résultats d'une collègue installée avant moi dans ma région qui faisait le même genre de transformation que moi, à part qu'elle faisait à l'époque des sirops en plus. Et je me suis dit, bah voilà, elle y passe 1 jour et demi par semaine, elle se tire ça comme chiffre d'affaires, elle est sur telle surface. Moi, je vais y passer tant de temps, je voudrais me tirer ça comme chiffre d'affaires. Du coup, la surface, ben, c'est une règle de 3, quoi. Donc, j'ai vraiment fait ça comme ça et ça s'est avéré assez juste, en fait, à la pratique. Merci. Alors, la question suivante est de David. Bonjour, avez-vous été accompagné pour votre business plan et création d'entreprise et avez-vous fait une étude de marché? J'ai pas fait d'études de marché. Oui, je me suis fait accompagner, mais pas forcément par la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne, puisque à l'époque, les plantes médicinales n'étaient pas du tout au goût du jour dans la région. Enfin, moi et Aline, quand on s'est installés, en fait, il y avait vraiment très peu de monde qui produisait des plantes médicinales et aussi qui distillait, surtout. Et donc, du coup, je me suis fait beaucoup aider par les régions du Sud. Ouais. Et puis en fait, voilà, petit à petit, comme disait Aline, on a construit un groupe d'échange. Les porteurs de projets qui arrivent, ils ont maintenant accès à certaines connaissances parce qu'il y a d'autres producteurs qui se sont installés depuis. Enfin, voilà, il y a vraiment une filière qui s'est construite, qui maintenant existe, au même titre qu'une filière grande culture. Enfin, et ça, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, non, je me suis pas fait accompagner par la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Non. Moi non plus. J'ai fait une étude de marché, mais comme je vous le disais, j'en ai qu'à moitié tenu compte. Ça m'a permis quand même de me rendre compte un peu de ce qui se faisait, et notamment de pouvoir me comparer au prix des infusettes en supermarché. C'était assez rassurant. Et j'ai eu la chance d'avoir mon beau-père qui, pour le coup, a été capitaine de petite et moyenne entreprise toute sa vie, qui m'a aidé à mettre un peu de réalisme économique dans tout ça. J'ai plusieurs fois claqué la porte et quitté la table des négociations parce que ça m'a été très compliqué, en fait, d'admettre quel prix. En fait, pour être tout à fait transparente, le premier prix que je lui ai indiqué en disant, en fait, c'est ça le prix de marché, il m'a dit, tu ne pourras pas en vivre. Et donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, en fait, c'est ça le prix, c'est ça que les gens sont prêts à payer. Il m'a fait, il faut que tu essayes de faire autrement, en fait. Parce que à ce prix-là, tu ne vas pas en vivre. Et on peut s'arrêter là, en fait. Et ça a été très, très douloureux, ça a été très compliqué. mais oui, en fait, avec un bon accompagnement et une bonne réflexion sur moi-même, j'ai réussi à passer outre. Et effectivement, ça a fini par fonctionner. Je vais peut-être répondre à une question que je vois du coup dans le chat. Mon chiffre d'affaires, il est de l'ordre de 30 000 € sur la partie agricole.
Et Claire, tu veux peut-être partager le tien? Je ne sais pas si tu as une question spécifiquement pour Aline sur le chiffre d'affaires. Sachant que peut-être vous savez que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est important, mais c'est ce qui reste, à savoir l'excédent brut d'exploitation. Donc, on peut faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros et avoir des Ouais. charges à 300 000 et du coup, ça ne veut rien dire le chiffre d'affaires. Ce Mais qui je va veux plutôt bien. être parlant. Je te laisse la parole, Claire. Oui, excuse-moi, Sophie. Mais oui, enfin moi après, je le donne sans aucun souci. Mais sachant que il y a les plantes séchées et la distillation en plus. Donc moi, je suis entre 50 000 et 60 000. Mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges à côté. Enfin, ça part quand même très, très rapidement. Mais oui, c'est le chiffre, c'est le BE. Mm. Est-ce que peut-être tu peux continuer? Il y a une question qui est en lien avec ton niveau de mécanisation et de main-d'œuvre nécessaire pour gérer tes 3 hectares. Et le niveau de main-d'œuvre, c'est-à-dire la qualification? Je pense ce que tu as en termes d'outils mécanisés sur la ferme. Ah, du coup, j'ai une bineuse. Donc, j'ai appris, moi et la mécanique, c'est un peu comme la compta, ça faisait 2. Donc, j'ai beaucoup appris à régler ma petite bineuse. Bineuse et puis ma récolteuse pour récolter au bon moment, en fait, toutes mes plantes. Parce que ça, c'est pareil, on voit beaucoup d'images de gens qui distillent et qui cueillent avec la faucille pour distiller leurs fleurs. Mais sauf que quand on a des grosses pluies, notamment comme cet été, qui lessivent toutes les huiles essentielles, c'est très compliqué de récolter 3 hectares avec les petites mains seules. Donc, oui, j'ai une récolteuse. Mm. C'est tout ce que j'ai en. Et puis, le petit tracteur pour tracter tout ça. Comme le sujet aujourd'hui du webinaire est s'installer en PAM, quelle viabilité? Est-ce qu'il y a une question en lien avec l'ordre de grandeur du revenu que vous tirez pour votre activité? Et peut-être la part de salaire généré par l'activité agricole versus, pour toi, Aline, le journaliste, parce que c'était un choix fort de le garder en termes aussi d'intérêt. Ouais. Et pareil pour toi, Claire. Mm. Alors, il y a un côté un peu artificiel parce que donc, mon chiffre d'affaires, il est d'ordre de 30 000 euros. Tu as raison, ce qui est important, c'est le BE. Donc, il est plutôt, l'année dernière, il était autour de 19 000 euros. Ce qui fait que dans l'absolu, si je prenais tout, je pourrais me payer 1 500 euros par mois. Alors, sans les charges. Donc, il faut quand même le charger. Je ne fais pas ça parce que j'ai choisi de laisser une bonne part de ma trésorerie, en fait, trop de ma trésorerie avec le recul, mais ça on l'apprend aussi, dans l'entreprise pour pouvoir éventuellement faire face à des investissements et notamment des investissements d'urgence. C'est ce qui m'a aussi permis cet été, en début d'été, fin de printemps plutôt, de sortir 1 500 euros sans sourciller pour mettre une clôture à sanglier parce que sinon je ne pouvais pas planter. Parce que j'ai pas mal de trésorerie qui reste dans la société et que je ne suis pas en attente d'être payée, en attente d'aides qui rentrent. Voilà. Donc ça, c'est des choix qui sont personnels et je peux aussi me permettre de les faire parce qu'effectivement, en gros, mon activité journalistique me rapporte à peu près autant. Donc, je peux naviguer un peu entre les deux. Et côté journalistique, je n'ai pas vraiment de charges, enfin très peu. Donc, ça me permet effectivement de faire ce lien-là. Moi, c'est très variable. J'évite, comme Aline, maintenant que j'ai mon activité de recherche qui me permet d'en vivre un petit peu aussi, on va dire que les 4 premières années, je ne me payais pas plus de 700 euros par mois, en moyenne. Donc, ce qui n'est quand même pas très lourd quand il y a des charges familiales derrière et qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Il y a un moment pour le moral, en fait, il faut quand même réussir à se dire, oui, je travaille et tout travail mérite salaire, quoi. Donc, on a beau dire, oui, on n'a pas besoin de grand-chose, etc. Mais quand les charges, elles sont là et quand on a des enfants et que ces enfants, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à vivre dans un contexte de morosité. Et c'est important quand même de pouvoir se dégager quelque chose, quoi. Donc là, maintenant qu'il y a l'activité de recherche, j'arrive à me payer un SMIC. Oui. J'en profite parce que je vois le temps qui file et il y a Ouais. encore pas mal de questions. La question suivante va être pour Sarah. Il y a plusieurs personnes qui demandent où sont les fermes du compagnonnage. Est-ce que c'est exclusivement limité à l'Île-de-France?
Alors, ce n'est pas limité à l'Île-de-France, c'est un programme national. C'est la première année, donc certaines régions seront ouvertes, pas tous, pas toutes, bien sûr, mais on se dirige plutôt du côté de l'Île-de-France quand même, la Bretagne, l'Occitanie et probablement également du côté des Vosges, Jura. Donc, on annoncera très bientôt la liste des fermes qui feront partie du programme compagnonnage. Vous serez prévenus sur nos réseaux, on fera des publications pour vous informer. Et effectivement, le temps file, donc je pense que on va s'arrêter là pour les questions. Si peut-être, Aline et Claire, vous avez un dernier mot que vous voulez partager aux participants et aux participantes du webinaire. Je me permets juste avant, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, Oui. on va les lister. Moi, j'ai gardé la liste et on y répondra avec Aline et Claire. On vous fera un mail pour les participants pour que vous ayez voilà, toutes les réponses à vos questions. Aline, tu veux commencer ou... J'allais exactement te demander la chose. C'est dur comme exercice. Je pense qu'on va être assez d'accord toutes les deux, mais je veux bien commencer. Claire a raison, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est très prenant. C'est aussi un métier qui peut être très, très gratifiant. Pas tout le temps. Parfois, il est aussi très, très, très déprimant. Moi, j'ai eu cette année des cultures qui se sont fait intégralement ravager. Il faut avoir les nerfs solides, les reins aussi, le moral pour repartir. Alors, je suis en 5e saison, je le prends beaucoup mieux que si ça avait été en première. C'est aussi plus facile parce que je sais que je ne suis pas la seule, que des collègues autour ont ce type de choses aussi, mais que ça fait vraiment partie de notre quotidien. C'est des choses qu'il faut accepter. De toute façon, on ne va pas se mentir, ça risque plutôt de s'amplifier avec les saisons qui changent beaucoup là d'une saison sur l'autre. Je crois que vraiment, si c'est bien préparé, si on est bien formé, si on est bien accompagné, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, oui, vous n'allez pas forcément rouler sur l'or avec ce type de métier, mais ça apporte, et c'est ce que disait déjà Claire au départ, hein, ça apporte une gratification, un plaisir de se dire je fais partie de cette filière-là, j'apporte à des gens ces produits-là de bonne qualité en local, qui fait aussi que c'est ça qui nous donne envie de continuer, quoi. Et moi, à chaque fin de saison, je me fais le bilan en me disant est-ce que j'ai toujours envie? Et j'ai toujours envie. Moi, pour rajouter sur ce qu'Aline vient de dire, il faut se poser la question aujourd'hui de quel impact on peut tous avoir dans notre vie. Et clairement, en fait, participer et le savoir-faire, faire quelque chose de nos mains. Enfin, on est dans un monde où il y a quand même énormément de dématérialisation, et le côté précieux de transformer un produit, enfin de le cultiver, d'en prendre soin, de le transformer, de le valoriser. Enfin, oui, il n'y a pas forcément une gratification dingue financière en face, mais par contre, le produit est tellement précieux. Enfin, c'est d'une importance. On a du mal à en avoir conscience aujourd'hui, ou en tout cas pas pour tout le monde, mais c'est d'une importance d'avenir. C'est vraiment hyper. Il faut absolument se rendre compte et que tous les jours on fasse quelque chose pour notre climat qui est perturbé, pour notre alimentation, pour nos enfants. On leur dit quoi à nos enfants? Bah, moi, ma fille, elle m'aide à cueillir des fleurs, elle m'aide à embouteiller, elle m'aide à se rendre compte que ce produit, il a une utilité. Enfin, tout ça, ça apporte énormément en fait. Donc, si vous avez l'envie, et vraiment faites-le parce que ça vous apportera quoi qu'il en soit. Merci Claire. Pour rebondir sur quelques questions, parce qu'il y a Élodie qui disait en conclusion, c'est viable dans quel contexte, car les témoignages ne sont pas clairs. Alors, c'est difficile de répondre à cette question en moins d'une minute. En tout cas, Élodie, peut-être pour vous éclairer, dans les fermes qui font partie de nos formations et du compagnonnage, en termes de rémunération et de revenus, les fermes sont à ce qu'on appelle en France un plancher qui est le SMIC.
et d'autres vont jusqu'à 1800 € net par mois. Donc, ça dépend vraiment de la région, de la commercialisation qui est mise en place. Et d'ailleurs, c'était l'objet d'une des questions auxquelles on répondra par mail, étant donné que le temps il est déjà 19h02. Mais donc oui, c'est possible, en tout cas, de monter une ferme en PAM et que ça soit viable, pérenne, une fois la phase d'installation lancée et terminée, si le modèle de commercialisation a bien été pensé en amont, parce que la clé, ça reste la commercialisation et le produit que vous allez proposer par rapport au contexte, géographique dans lequel vous allez vous insérer. Et puis Sophie, pour juste continuer sur ce que tu dis, le côté viabilité, il est clairement très subjectif en fait. Enfin, il y a des charges, dont clairement on peut pas se passer et il faut absolument subvenir à ces charges. Mais après, oui, ça reste quand même de quoi on a besoin pour vivre. Et le modèle, il se développe, enfin, le modèle de production, il se développe en fonction de ce questionnement-là aussi. C'est bon, bah là, je suis à 700 € par mois. Bon, bah ça me suffit pas encore. Qu'est-ce que je peux développer en plus pour atteindre mon niveau Et après, autour de l'agriculture, il peut y avoir plein de choses. Enfin, nous, on accueille des écoles, on accueille. Enfin, c'est aussi justement transmettre. Et moi, je suis beaucoup dans l'aromathérapie. Du coup, j'accueille aussi des groupes pour tout ce qui est atelier en aromathérapie. Enfin, tout ça, c'est des petits plus en fait qui s'ajoutent à une activité et qu'il faut rayonner aussi cette activité. Et je trouve que ça complète aussi très bien ce schéma agricole. Enfin, comme disait Aline, il faut transmettre et cette transmission, elle peut aussi compléter le côté production. C'est vrai, il faut toujours partir de soi, mais ce qui nous tenait à cœur, parce que beaucoup de gens sont en reconversion professionnelle, c'est quand même de montrer que c'était possible en respectant un plancher qui est le SMIC en France, hein, c'est ce qu'on estime être le revenu minimum. Donc bien évidemment, il y a autant de modèles que de fermes. On a des modèles où les gens ont décidé d'être à 30 heures semaine, en travaillant pas les week-ends, en pouvant aller chercher leurs enfants à la sortie d'école. Et dans ce cas-là, bah, forcément, d'un point de vue viabilité économique, les personnes ne sont pas au SMIC, mais si on rapporte ça au taux horaire, elles le sont largement. Donc, il faut bien évidemment, avant de commencer aussi un projet, et merci de le dire Claire, c'est de définir ses objectifs et ses envies. Et voir si les deux sont conciliables. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là. On a bien pris en note vos questions. Pour rappel, ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le revisionner, on le mettra en ligne. Et si vous avez besoin d'informations concernant le compagnonnage en PAM et herboristerie, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur la page du compagnonnage de Ferme d'Avenir. Et voilà, vous avez toutes les informations et vous pouvez également échanger par mail avec moi-même, qui suis responsable du programme si besoin. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présentes ce soir pour ce webinaire. Merci surtout à Aline et à Claire d'avoir bien voulu témoigner et nous faire part de votre expérience. C'est super précieux, je pense, pour toutes les personnes qui étaient présentes. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Sarah. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.